Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue au podcast Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec, où on vous amène avec nous dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Ici, pas de tabou, pas de phrases creuses, juste du vrai, garanti. Je me présente Mathieu Charest, journaliste à Les Affaires et nouveau cuisinier en herbe. C'est pour ça que j'ai l'air d'une momie, tout le monde, avec tous les pansements sur mon corps. Tout mon corps. Donc, bref, beaucoup de choses pour ce 8e épisode enregistré au studio C de l'Université Concordia et propulsé par le mouvement Desjardins. D'abord, j'ai la chance d'être entouré de 3 entrepreneurs de talent. En face de moi, elle loue des vêtements plus vite que son ombre, l'impératrice de Griffintown, Marie-Philippe Simard. Ça arrête plus tes surnoms, Mathieu. Je sais plus comment gérer ça. Parce que j'ai une prime à chaque fois, tu comprends? Ouais, c'est ça. À ma gauche, le cerveau de l'opération, le somptueux Noah Redler d'Archie Innovation. Somptueux, n'est-ce pas? J'aime ça. Ah, t'aimes ça, hein? Et à ma gauche toujours, notre nouvelle dérangeante. Bienvenue à la princesse de l'impression, l'étincelante Marie-Claude Duquette du groupe Triton. Bienvenue parmi nous, Marie-Claude. Oh wow, merci. Ça fait plaisir. Bonjour, mesdames et messieurs. Plus tard, nous aurons le plaisir d'accueillir l'entrepreneur en série devenu dragon, Monsieur Serge Beauchemin, et puis de débattre de l'art du pivot, parce que quand la business ne lève pas, faut soit lâcher, soit pivoter et changer son modèle. Mais comment on le fait, quand on le fait, puis pourquoi on le fait. Mais pour commencer, je suis curieux de savoir pourquoi, Marc-Claude, t'as choisi de devenir notre 7e dérangeante. J'ai découvert le concept quand ça venait tout juste de sortir, puis là, à ce moment-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux participer ». Fait que jour 1, je voulais faire partie de l'équipe. T'es une fan de la première heure. Oui, vraiment. Je connaissais pas les podcasts. J'ai découvert les podcasts avec vous. Puis là, aujourd'hui, je suis assise ici, puis mon Dieu, je suis énervée comme un balai. Ah! Pour la petite histoire, là, Oui. Mathieu, c'est que nous, on était les 6 dérangeants, on a décidé que ça serait le temps d'ajouter un 7e, idéalement une 7e dérangeante, parce que je suis extrêmement charmante, mais toute seule face à 5 gars, c'est le fun d'en Et rajouter un une blanc, autre. oui. Tu sais. Bon, et un roux, on en parle. 2 roues. 2 roues, c'est vrai. 2 roues. Noah, je l'oublie. Sur D'accord. la barbe, dans la barbe. Fait que là, on se demandait, OK, ben c'est quoi la meilleure façon d'aller recruter une personne? Parce que nous, on n'est pas vraiment familier avec ça. On savait pas trop comment faire. Et on remercie Millésime Up pour tous leurs appuis dans le processus. Fait que dans le fond, Millésime Up nous a aidé à trouver le 7e dérangeant. On l'a mis sur les médias sociaux. On a fait un processus d'entrevue. On a reçu des vidéos. On a reçu une 50aine de candidatures. Puis finalement, on a fait vraiment un processus interne où on a décidé de choisir Marc-Claude à la fin de ce processus. Et pourquoi vous avez choisi Marc-Claude? Moi, personnellement, c'est sûr que j'aimais ça avoir une fille. Je l'ai dit tantôt. Marc-Claude, elle a un torque que je trouve bien le fun pour l'émission. C'est vrai que des fois, on est consensuel, des fois, on l'est moins. Je pense que Marc-Claude va l'être moins parfois, puis ça va être le fun. Elle va brasser la cage. Hein? Ouais, elle va Ouais, brasser j'aime la ça. cage des gars. Je suis contente. Ouais, moi, j'avais Toi, juste bien des petites shots pendant l'entrevue et lancé quelques coups ici T'as et pris là. des shooters? C'est ça. Ah. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas dérangeant si on prend pas de shooters. Non, elle lançait des petits coups à tout le monde. C'était la première à vraiment sortir avec un commentaire dérangeante et vraiment, ça fit avec nous. Alors, c'était ça, on cherchait. Le bon fit. Ouais, ça a bien marché. La bonne attitude, j'aime ça. On apprécie. Bienvenue, Marc-Claude. Vraiment, c'est un plaisir. Merci. Donc, normalement, je vous propose de commencer par un petit tour de table. Hein. On fait le coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Mais surprise, pas cette semaine. J'ai le goût de rebrasser les cartes puis d'inventer ou de mettre en place le concept de la question dérangeante de la semaine. Donc, tour à tour, vous choisissez un numéro de 1 à 10. Les numéros sont associés à des questions très dérangeantes ou un petit peu dérangeantes. Puis, on voit qu'il y a assez de courage pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai peur. Ah, ben non. Marc-Claude, quel numéro? 10. 10. Marie-Claude, est-ce que tu t'es déjà servi de ton entreprise pour cruiser? Oh, clairement. Ah, ouais. Oui. Raconte ça. Non, mais c'est pas... Tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu plugues. Ah ouais, ben j'ai mon entreprise. Ah ouais, t'as quel âge? Ah ben, j'ai Presque 40 ans. C'est ça, j'ai presque 40 ans. Ah ouais. Puis là, tu sais, ça te fait de la conversation. Fait que là, je jase là-dessus. Puis là, ben, C'est ça, les shooters. Ça marche. là. c'est les shooters, la bière. Est-ce que ça marche? Ouais. OK, je me lance en affaires. Marie, un numéro? Ah, ouais. 6. 6. L'invité de rêve que tu aimerais avoir au dérangeant.
Barack Obama. Barack Obama, Je pas l'ai Michelle appelé. Obama? Barack et Michelle, les deux. Ah, les deux ensemble. Les deux parce que Barack, je le trouve vraiment inspirant. Il a vraiment essayé de faire quelque chose de cool avec les États-Unis qui est en train d'imploser. Puis, il est pas petit, tu sais, il a vraiment travaillé fort. Puis j'adore la relation avec sa femme. Je trouve que c'est vraiment beau à voir. Puis on en parlait, il y a un autre épisode comme on parlait chérie là, avec les enfants puis les conjoints en entrepreneuriat. Mais imagine, t'es président des États-Unis puis tu réussis à maintenir une vie amoureuse et familiale aussi incroyable. Moi, j'aimerais ça en discuter avec lui. Moi, j'aimerais ça avoir Donald Trump. Ça pourrait être assez intéressant quand même. C'est sûr que les codes d'écoute, ça irait soit haut, soit bas. On sait Ça serait peut-être un peu décousu, mais bon. Nous, on termine avec toi, un numéro 1 à 10. Numéro 7. Numéro 7. À quel montant, dans ton compte en banque, t'étais satisfait quand tu t'es lancé en affaires? Qu'est-ce qu'il fallait que t'atteignes? Qu'est-ce que je fallait atteindre? Pour être à l'aise, pour bien dormir la nuit. Ah, ben, $50 pour acheter un bon steak et un verre de vin. Je suis content. J'ai pas besoin de plus que ça. Des cigarettes, un peu de pot. Non, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. Pour moi, la richesse, c'est d'être capable d'inviter un ami à manger, à souper avec moi. Et c'est vraiment la règle d'or que j'ai toujours avait. Si ça va bien pour moi, je suis capable d'inviter des gens à souper, sortir ensemble. Et vraiment, je cherche pas à avoir une Porsche. Ou des choses, quelque chose. Il n'y a pas un objet que faut absolument avoir, mais j'aime échanger avec des gens, j'aime un bon repas et plus que ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin. Belle réponse. Mais Marie, juste pour The Record, là, c'est une petite Porsche. Là. Lâchez-moi J'essaie de défendre, là. avec ce véhicule. En tout cas, on change de sujet. On fait une courte pause puis on revient avec l'un de nos plus grands entrepreneurs et j'ai nommé M. Serge Beauchemin. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Bonjour, je suis Étienne Crevier, président et fondateur de Biogénique. Aujourd'hui, je dérange Lucia Baldino, directrice principale du bureau de représentation européen du Mouvement Desjardins, et je lui passe un petit coup de fil à son bureau de Paris. Bonjour, Lucia. Bonjour, Étienne. Lucia, on peut se tutoyer? Avec plaisir. Donc, Lucia, au moment où on se parle, l'Union européenne et le Canada sont en train de signer un accord économique. Qu'est-ce que ça va changer pour moi avec ma clientèle en Europe? Effectivement, ça bouge beaucoup à l'international. Mais l'AECG, c'est sûrement l'accord le plus ambitieux jamais négocié. Au Canada, on connaît l'ALENA, mais l'AECG, comme l'ALENA, réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, mais va au-delà, car il traite aussi des nombreux aspects liés à l'environnement des exportations de biens et services. Clairement, j'ai bien fait de te déranger. J'ai l'impression qu'on va se parler demain matin. Merci beaucoup, Lucia. Quand tu veux, Étienne, au téléphone ou en personne, on est là. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour au Dérangeant avec le grand Serge Beauchemin et mes 3 comparses Marie-Claude, Noah et Marie. Donc, Monsieur Beauchemin, avant d'être dragon, investisseur en série, vous avez cofondé en 1987 Treesoft, qui lui méritera plusieurs prix, dont Top Under 40 en 2000. Et vous avez vendu Treesoft en 2005, cofondé et présidé plusieurs entreprises, dont Noxend, Connexio, ou encore 4-3 Média, je le dis bien. Et vous êtes aussi membre d'Ange Québec, vous faites beaucoup de mentorat, vous faites beaucoup d'investissements. Merci d'être à l'émission. Merci beaucoup de l'invitation. Bien honoré d'être ici, avec des jeunes dynamiques. J'aime ça. Ça nous fait plaisir. Monsieur Beauchemin, vous êtes dragon. Est-ce que il y a des avantages ou des inconvénients d'investir dans une entreprise à travers cette émission-là? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Il y a définitivement un avantage parce que si je fais l'investissement à travers l'émission, il y a quand même 850 000 personnes qui ont vu la présentation pendant une dizaine de minutes. Vous pourriez faire le calcul combien vaut 10 minutes de pub prime time lundi soir à Radio-Canada. Vous pourriez faire un chiffre mathématique, puis vous pourriez déjà voir qu'il y a un avantage économique ou financier. Il y a définitivement un avantage aussi, je dirais, de perception de la marque, puisque quand il y a un deal avec un dragon, si ce dragon-là a une
certaines cotes populaires, ben, les gens font de la crédibilité par association. Beauchemin, il est fin. Beauchemin, il a choisi cette affaire-là. C'est donc forcément bon. Alors, tu sais, donc ça aussi, ça a un avantage. Si je le fais chez nous tout seul, dans mon bureau, puis personne n'est au courant, ben, je jouis pas de cet avantage médiatique-là. Donc ça, c'est des considérations que moi, en tant qu'investisseur, je vais tenir compte même dans le calcul, utilement, de mon apport dans le projet. Par contre, il y a aussi des désavantages dans la dimension où les shows, pas les shows, mais les projets qui nous sont présentés au Dragon sont dans un concept où, tu sais, l'entrepreneur présente son truc en 35, 40, 45 minutes, 4 autres dragons qui posent des questions, ton cerveau tente de trouver des choses intelligentes et pertinentes à poser parce que t'es à la TV, t'es pas épais. Là, tu sais très bien que si tu dis des niaiseries, ça passe pas. Tu veux pas ça juste... passe, puis tu veux pas que ça passe. Ouais. Et donc, tu veux être conscient, présent, donner du respect pour ma part. Là, je vais parler pour moi, mais donner du respect à l'entrepreneur qui est devant moi. Tu sais, il se présente ici, lui, devant 5 personnes, 5 dragons, le stress qui vient avec, 9 caméras. Tu sais, tu l'as vécu, hein? Ouais. Alors, moi, je suis dans une position très respectueuse, même dans ma vie en normal, mais encore plus, là, tu sais, je suis attentif aux détails, au langage verbal, au stress. Tu sais, si ça va pas bien pour la personne, ben, je serai pas celui qui va peser sur le piton pour rien, là. Au contraire, si je vois quelqu'un qui est un peu plus capable d'en prendre puis qui veut, ben là, je vais me permettre de poser des questions peut-être plus intimidantes ou, alors, donc, tout ça, je reviens à mon choix. J'ai des longues réponses, hein. Il va falloir que vous me coupiez, c'est une catastrophe, moi. Et moi, j'ai plein de questions. Là. Y a-tu un deal que ça a été un jackpot, tu sais? Que l'argent est revenu fois 15. Non, ben ça aussi, c'est utopique ou un peu naïf de croire que ça va arriver comme ça, à moins d'un gros coup de chance. Mais un investissement dans une entreprise privée, tu le sais, tu es une entreprise privée, vous le savez tous ici, une entreprise privée, ça se développe rarement en monétisation de l'investissement sur 3, 4, 5 ans, à moins d'un play technologique où tu n'as jamais fait d'argent, mais tu t'es fait racheter par quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que les gens ont fait beaucoup de millions. Ils n'ont jamais fait ça avec le business vraiment, mais il y a un joueur aux États-Unis ou ailleurs qui a racheté l'affaire pour leur flipper dans d'autres choses. Alors, je vais exclure ces cas-là. 99% des cas entrepreneuriaux, ben, c'est du travail, puis tu vas monétiser ton investissement en termes de liquide peut-être 7, 10, 15 ans plus tard. Tu sais. Alors, en termes de cash dans mes poches, j'ai zéro retour encore. Parce que ça fait pas longtemps. Tu sais, ça fait quand même 4 ans. Là, tu sais. Ouais, mes premiers deals, il y a 4 ans. Tu sais. Ouais. Et heureusement, j'ai pas perdu grand-chose à date. Là. Il y a peut-être, je veux pas les nommer pour ne pas les blesser ou leur nuire. Là. Peut-être 2 deals qui battent de l'aile, puis que je vais perdre mes sous. C'est pas des investissements énormes, mais j'ai quand même des bons deals. Moi, c'est drôle parce que les gens me demandent tout le temps, hey, t'es allé au Dragon, comment ça s'est passé avec le deal? Eux, ils ont l'impression qu'on a un deal à la télé, le lendemain, le chèque est dans la map. Ouais. C'est pas comme ça. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est un peu naïf, ou sans être méchant ou péjoratif avec le terme naïf, mais innocent. Là, on ne sait pas, là, on n'est pas au courant de vraiment comment ça fonctionne. De nombreuses fois, les gens me disent, t'as-tu passé à la caisse avec tes deals? Ben non, ça se passera pas comme ça. C'est ça, mais c'est combien le pourcentage? Là? Toi, mettons juste tes deals, combien t'as closé à la télé? Moi, je suis à peu près à 20% de mes deals closés réels. C'est-tu la norme? Non. Ben, c'est plus? La norme mondiale de l'émission me dit, quand j'ai posé la question la première saison, que c'était 15%. Okay. Alors, 15% des deals qui se closent à la télé vont se closer dans la vraie vie. Puis pourquoi ça close pas? C'est due deal? Oh my God, je vais te donner des exemples de cette année. T'sais. Cette année, je devais closer. J'ai eu 10 deals à la télé. J'en ai 5 que je closais. Un 6e, c'est pas moi qui leadais, donc j'attendais le lead de l'autre, dont j'ai toujours pas de nouvelles d'ailleurs. Mais dans les 5 deals que je closais, moi, j'étais tout excité, c'était des bons deals. Et là-dedans, il y en a 4 qui n'ont pas marché. OK? 4. Donc, je vais te donner une histoire sans nommer l'entreprise encore. Je veux pas faire de peine à personne, là, mais il y a une entreprise, on devait closer le vendredi avec un investissement assez sérieux et considérable, là, de, je vais dire, plusieurs centaines de milliers de dollars, avec un autre dragon et d'autres partenaires privés qui s'étaient joints dans l'aventure après parce qu'on a fait une vérification pour en appeler du monde. Et le mardi, j'apprends qu'ils se partent une autre business on the side dans un domaine parallèle, je dirais, mais qui n'avait jamais été divulgué, qui n'ont jamais parlé de ça à la TV, qui nous ont jamais dit à nous autres. Et moi, je suis celui qui a convaincu les autres investisseurs d'embarquer dans ce dossier-là. Alors là, j'apprends ça à 3 jours d'avis on m'a caché une information drôlement importante. Mais là, la confiance est minée. Même si moi, personnellement, je peux avoir encore confiance en toi, là, je vais porter le lot, le fardeau, moi, d'avoir le risque au complet sur ses épaules. Parce que si jamais ça marche pas, les 3 autres partenaires vont me dire « Hey, Beauchemin, tu le savais, t'es bien épais, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi? » Alors, tu sais, ça marche plus. Alors, Beauchemin pouvait plus prendre le call. J'étais dans une impasse, alors j'étais obligé de dire « I'm out. » Oui, ils ont dû se trouver... Ah, écoute, on va aller le vie, là, tu sais, parce que c'était un maudit beau deal pour eux autres.
Mais qu'est-ce que je te dis? Tu peux pas faire une affaire de même. Bon, ça, c'est un des histoires. L'autre histoire, je rencontre le type dans ma salle de conférence. C'est un beau produit, super beau produit, mais je dis, on peut pas faire une business avec un produit. Ça me prend une vision stratégique où tu vas développer autre chose. Puis là, on est motivé. Oh, oui, on pourrait faire ça. On pourrait faire des kings de ça. On va faire ça. On va s'inspirer de tel modèle. Yes. Il n'y a pas. J'ai mis une nouvelle. Mais je vais me rappeler. J'ai envoyé 2 mails, 3 mails, j'ai mis une nouvelle. C'est l'investisseur qui court après l'entrepreneur. Ben, c'est drôle, tu veux donner de l'argent, puis la personne s'en va. Et moi, je suis là, il n'y en a pas de problème. Ce que je dis, c'est peut-être que cet individu-là, dans sa vie, il s'est passé quelque chose. C'est que je suis pas au courant, je ne vais pas juger, mais je veux juste dire, c'est aussi varié que des histoires semblables. Tu n'es jamais tanné d'écouter des pitchs comme. T'écoutes combien de pitchs par mois, par exemple? Dans le cas des Dragons, c'est assez intense. Ouais. Puis je dirais que depuis 3 ans avec les Dragons, je dis non à peu près tous les autres offres qu'on me fait en dehors des Dragons parce que j'ai plus de vie. Là, j'ai quand même des investissements dans une quinzaine d'entreprises privées. Je m'occupe de chacun. C'est comme j'étais père ou parent de 15 enfants. Alors, il y en a toujours un de malade, toujours quelqu'un qui arrive quelque chose, toujours un en amour, un qui se sépare. Alors, je suis toujours, entre guillemets, sollicité dans toutes sortes d'affaires. Fait qu'en rajouter en dehors des Dragons, pour moi, c'est comme, faut que ce soit un méchant bon deal. Puis c'est pas impossible, mais je dis toujours, ça va être des barrières à franchir. Il va falloir que tu réussisses à attirer mon attention, me convaincre rapidement que je dois passer du temps pour évaluer ton projet. J'ai pas l'impression d'avoir répondu à vos questions précisément. Je suis parti. C'est très dérangeant. Si ça vous dérange, c'est correct. C'est le thème de l'émission. C'est dérangeant. Petite question, par exemple. Vous avez investi quand même 760 833 $ en 2017 dans le cadre des Dragons. OK. Je vous l'apprends. Comment on trouve un bon deal? Comment on spot le bon entrepreneur? Parce que ça prend quoi? C'est 40 minutes à la télé. T'as pas écouté mes lives sur Internet, hein, toi? Ouais. Alors, si tu écouté, tu connais déjà la réponse. Je vais la répéter. J'ai 5 P que j'utilise comme filtre pour déterminer si c'est un bon deal en 30 minutes. Si ça mérite mon attention et où, dans le cas des Dragons, une offre pour d'investissement. Les 5 P, c'est le premier, c'est la personne. Donc, je m'assure que la personne avec qui je vais faire un deal, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, quelqu'un avec qui j'ai de l'énergie compatible, qu'on est capable de se regarder dans les yeux. Tu sais, il y a toute une chimie dans l'être humain qu'on est capable de deviner en se fiant un peu à ce qu'on appelle l'intuition, qui en fait est le supercomputer en haut qui compute de l'information, qui t'envoie juste au niveau conscience que tu as besoin de savoir. Tu sais, le reste, il le laisse dans le super brain en haut. Tu sais. Alors, tous ces petits détails-là, on les voit, vous les voyez. Vous savez que cette fille-là, tu peux pas blairer, tu sais pas pourquoi. Lui, puis l'autre, je sais pas pourquoi, mais il me semble que je m'entendrais bien avec lui, tu sais. Alors, c'est ça. Ce fit-là, il est dans 30 secondes. Après ça, évidemment, il se confirme dans l'échange. Alors, personne, super important, donc je regarde cette énergie-là. Deuxième, le projet. Forcément, même si c'est une belle personne, vous avez une belle démonstration que je cite souvent. Dans les Dragons, il est venu une dame, une super entrepreneur, qui a refusé d'ailleurs les offres qu'elle a reçues dans le show, qui était dans le domaine du tatou et du piercing, du body piercing. Elle vendait, elle avait une entreprise de distribution dans ce domaine-là. Donc, elle vend les aiguilles, les machines pour faire des tatous, puis des pins que tu te mets un peu partout sur le body. Vaut pas bien vendre ça, tu sais. Je me voyais pas, moi, personnellement, être dans un show de tatou à Montréal. Non. C'est pas moi, tu sais. Puis j'ai rien contre ça. Facebook Live, un tatou dans le visage. J'ai rien contre ça. Ce soir que ça se passe, surprise. J'ai rien contre ça. Mon fils porte une manche et est tatoué partout sur un mollet. Je trouve ça très joli pour les autres, mais pas chez moi, tu sais. Puis c'est peut-être pas tellement ma génération, peut-être. Là. Alors, je me voyais pas dans ce monde-là. Tu sais. Alors, je dis, écoute, j'adore la fille, super entrepreneur. D'ailleurs, c'est une des solides qu'on a eues. Elle a une super business. Mais bon, j'ai pas investi parce que le deuxième P de mon filtre marche pas, le produit est pas bon. Évidemment, après, je vais parler du potentiel. Y a-t-il un potentiel dans cette affaire-là? Y a-t-il moyen de faire de l'argent? Parce qu'il y a bien des projets des Dragons qui viennent, puis c'est des projets pour un entrepreneur, je dirais, autonome. T'sais. C'est un projet qui, à terme, va bien le faire vivre, mais va difficilement offrir un rendement substantiel. Ouais, ou même, des fois, c'est pas nécessairement un travailleur autonome, c'est une petite business. Je vais te donner un exemple, un petit retail régional. Un petit magasin en région, dans un village où il y a un beau succès, il vend des cupcakes, des tartes aux pommes, puis des tourtières, puis une maudite recette, puis il en vend, puis ça va bien. Mais là, de prendre ça, puis de mettre ça sur la planète Québec, puis peut-être la planète Canada ou États-Unis, ça va être la grosse job. Puis je suis pas sûr qu'il y a tout ce qu'il faut aussi. Alors, puis peut-être que dans le modèle non plus, la vision du modèle me rejoint pas. On a parlé de vision en pré-entrevue tantôt avec Marie. Puis, alors, donc, des fois, tu sens ça aussi dans la question. Donc, potentiel économique de la patente. Je vais mettre de l'argent, je vais mettre des efforts, je vais te faire des sous, tu sais. Il y a des projets dans lesquels ils viennent chercher 40 000, puis, mettons, je vais faire 3 fois mon investissement dans 3 ans. Okay, je vais faire 80 000. Je vais pas insulter personne, là, mais passer 3 ans à travailler là-dedans,
prendre le risque de perdre 40 pour en faire 80, je pense pas que vous avez parti des business, vous, pour avoir 80 000 d'équité dans 3 ans. Donc, tu sais, moi non plus, en tant qu'investisseur, c'est pas ça que je vais chercher. Tu sais, je vais chercher ça, 80 000 de rendement sur un placement quand je fais ça à la bourse, quand j'ai rien à faire, j'achète le lundi, je revends dans 3 ans, j'ai fait 80 000, super content. Puis surtout si j'ai fait mis juste 40 000. Mais dans un placement privé où on va me demander de travailler, on va me demander mes conseils, on va me demander même ma crédibilité publique, ma notoriété publique comme investissement, je dirais, en goodwill dans la patente. Ça prend plus que ça. Là. Ça prend plus que ça. Fait que faut que je sente ça, le potentiel économique. Le quatrième P, son plan. C'est quoi son plan d'affaires? C'est quoi sa stratégie? Comment il voit ça? T'sais? Comment il va exécuter son plan? Là, il faut que ça soit cohérent. T'sais. Tu veux chercher 40 000 puis tu veux faire un truc que tu veux dominer la planète. Ça marche pas. T'sais. C'est pas très cohérent. Alors, faut qu'il y ait une cohérence dans ce que j'entends, dans comment tu vas exécuter ton plan. Puis j'accélère le 5e P qui est le prix. Faut que ce soit un deal pour moi à titre d'investisseur. Moi, je suis pas du genre, si vous achetez des actions à la bourse, je suis pas du genre à les acheter à 400 pièces quand c'est son high des 52 dernières semaines, tu sais. Je vais l'acheter quand c'est son... Je vais l'acheter probablement quand je vais juger que le prix est bon, c'est-à-dire une opportunité. Alors, c'est comme ça. C'est les 5 P. Le pire deal que vous avez fait? Au Dragon? Oui. Ou dans la vie? Dans la vie. C'est dur à juger, je vais te dire... Un très mauvais. Ouais, sont tous bons puis mauvais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des deals où j'ai perdu de l'argent. Un exemple, je suis parti en affaires avec trois chums à l'époque, 3 gars. J'avais 3 softs avec un partner. On a recruté un gars pour partir une division de services techniques. Finalement, il venait avec un autre, on a engagé l'autre, puis on a créé un 3e. On a créé une side business à 5, chacun 20 %. Ça, c'est une gaffe. Chacun 20 %, on mettait tout le cash, André et moi, on mettait tout le cash, toute l'expertise d'affaires, le branding d'affaires. On avait 40 % de la baraque. Fait pas de sens aujourd'hui, tu sais, avec mon expérience, ça fait pas de sens, je ne ferais jamais ce deal-là. Mais dans ce temps-là, on le fait ce deal-là, c'est la bonne foi qu'on est 5, on a chacun 20, puis ça va être cool. Mais ça a été très, très complexe à gérer en termes d'émotions, en termes de compétences. Au bout de 6-7 mois, il a fallu que je cale la shop et dire, écoutez, ça marche pas, tu sais, moi, je suis pas heureux, je suis pas bien, là. Je prends tout le risque financier, puis j'ai juste 20 % de la baraque, puis j'ai pas de mots à dire. Il faut tout le temps que j'ai l'approbation de 3 gars qui sont majoritaires, qui connaissent pas la business vraiment, connaissent leur domaine d'expertise, mais pas le domaine des affaires. C'est long, les décisions, c'est compliqué. J'ai pas de fun. Contrôle. Non, on a perdu de l'argent, mais surtout, j'ai perdu des amis un bout de temps. Là, je suis devenu le shark, le méchant. J'en ai un là-dedans qui a pris quelques années avant de me reparler aussi. Okay. Alors, c'est pas un bon deal, mais j'ai appris là-dedans qu'il faut les faire, ces pivots-là. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive avec ils ont une idée extraordinaire, puis on le sait qu'on va faire bien de l'argent, mais l'offre qu'il présente, c'est tellement pas un bon deal pour lui. Tu sais, c'est-tu avantageux aussi pour un dragon? Il dit, gars, s'il n'est pas capable de négocier quelque chose de bon pour lui, imagine pour le reste. À un moment donné, il y a des limites à fourrer le monde, mais tu sais, c'est vraiment pas bon. Ouais. C'est-tu mieux d'avoir un deal fair ou vraiment avoir un bon deal, mais... Dans la vraie vie, je te dirais qu'est-ce que t'en penses, mais là, comme c'est moi que tu veux que je parle, alors je vais répondre à ta question. Moi, je pense que, tu sais... c'est sûr que faire un deal qui est unfair, c'est pas un bon deal parce que ultimement, tu te prends avantage de la position de ton partenaire avec qui tu vas faire de la business pendant 10-15 ans. Tu sais. Fait que si un jour, tu lui apprends que le jour 1, tu étais le prédateur dans une relation, c'est pas bien le fun. Tu sais. Fait que je te dirais... T'as raison, je serais pas de comportement de prédateur. En même temps... Vous êtes des dragons. Je suis pas un dragon, je suis un homme, je suis un être humain. Oui, mais je veux dire, il y a beaucoup, tu sais, dans les dragons, il y en a beaucoup qui font ça. Je pense pas que tu le fais, mais je pense qu'il y en a. Moi, au Québec. Ouais, je sais pas. Tu sais, je te dirais qu'aux États-Unis, on a jasé aussi tantôt, j'ai une vision différente du choix anglais ou anglophone ou américain, mais je vais parler de ce que je connais bien ici au Québec. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont prendre avantage de certaines offres parfois qui sont maladroites de la part d'entrepreneurs, mais c'est un fair play aussi. On sait qu'ils vont se parler. Tu sais, les gens pensent qu'à la télé, il y a un deal, mais la réalité, il n'y a pas nécessairement de deal à la télé. Après ça, il faut se parler, il faut se négocier. Il va avoir le temps de décanter, lui aussi, son deal, d'en parler peut-être à son père, son beau-père, son comptable. Quelqu'un va dire « Are you crazy? » Puis là, il va peut-être réajuster ses demandes aussi, ce qui arrive en passant très régulièrement. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les deals échappent. T'sais. Alors, il ne faut pas trop s'en faire. Il y a une partie qui est le meet-up qu'on voit à la télé, où on se rencontre. Mais après ça, il y a la vraie vie, là, que les gens se parlent pour de vrai, l'échange des vrais chiffres. Puis là, à un moment donné, des ajustements où il y a des prises de conscience qui se font. T'sais. Il y a, dans vos conférences, vous avez déjà dit que l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde, mais que c'est pas tout le monde qui peut être un joueur de grande ligue ou de ligue majeure. Tout à fait. Qu'est-ce que ça prend? Je dirais que
Les 5 P, il l'a dit. Non? Oui, il y a des gens qui disent les 5 P, c'est pas ça, c'est prix, produit, placement. Non, ça, c'est d'autres P au marketing. Puis d'ailleurs, c'est une vieille école de marketing. Mais toujours est-il que qu'est-ce que ça prend pour réussir? Ben, je dirais qu'il y a une combinaison d'aptitudes naturelles. Tu sais. Je pense que pour être entrepreneur dans les ligues majeures, ben, ça prend une combinaison d'ego et d'humilité, ce qui est paradoxal, tu sais. Mais ça prend ça. Tu sais. Ça prend quelqu'un qui a une grande confiance en lui, quelqu'un qui est lui ou elle, quelqu'un qui est solide, qui a des ambitions, qui est conquérant ou du sang de conquérant, mais en même temps qui a l'humilité nécessaire pour l'aider correctement. C'est les vraiment gens. pas tout le monde. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis. Puis là, j'ai décrit quelqu'un qui a une grande entreprise. Là. Alors, ça prend ça pour jouer dans les ligues majeures. Maintenant, si t'as pas ça veut pas dire que t'es pas capable d'avoir une business. Il y a 15% de l'économie canadienne dépendent de PME ou de petites entreprises. On n'en parle jamais de ceux-là. Ouais. Ils ont 50 employés et moins. Alors, ça, c'est 95% des entreprises et des employeurs ou des emplois au Canada. Et aux États-Unis, c'est la même statistique ou à peu près. Fait qu'il faut aussi comprendre qu'il n'existe pas juste Facebook là, comme modèle ou Snapchat ou Google, là, mais qu'il existe aussi d'extraordinaires entreprises qui ont 40, 50 employés. Ben oui, puis même plus, un peu plus gros que Mom and Dad Shop. Puis c'est des très bons entrepreneurs aussi. Là. Dernière question, Serge Beauchemin. Est-ce que le Québec est assez vigoureux sur le plan de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'économie est assez forte? Qu'est-ce qui nous manque pour atteindre le plein potentiel au Québec? Ben, je dirais qu'on commence à se réveiller. Ça, je vais vous dire que votre émission y contribue. Les Dragons y ont contribué largement, à mon avis. C'est quand même un show qui est en prime time depuis 6 ans là, au Québec. Il y a d'autres émissions qui ont contribué. Là, celui de Anne Marcotte à Canal... je dirais Canal communautaire de Québec, je crois, là, qui s'appelait Voir Grand ou un truc comme ça. Oui. Il y a l'autre aussi, Génération Inc. Alors, ces concepts de démocratisation du métier, de la profession d'entrepreneur aident beaucoup. On est jeune au Québec. Le Québec francophone est relativement jeune avec le business. Il faut aussi reconnaître ça. Des années 60, la Révolution tranquille, le Québec francophone, là, c'est les ouvriers de l'Amérique du Nord. Là, donc, c'est des gens peu éduqués qui sont généralement industriels, les employés industriels ou agricoles. Alors, il faut se reconnaître aussi qu'on a faut se donner une chance aussi, une certaine jeunesse, tu sais. Mais moi, ce que j'aime dans la jeunesse, ça veut dire la fougue, ça veut dire l'audace, ça veut dire l'énergie. Alors, c'est ça que je trouve qui est le fun. Là. Ces entrepreneurs, vous, là, les jeunes là, qui tripez business, qui tripez entrepreneuriat, ben, je vous trouve hot, tu sais, parce que non seulement vous ridez la wave hipster ou trendy de la mode fashion entrepreneur, mais aussi vous walk the talk. Tu sais, je vois les jeunes qui lisent, je vois les jeunes qui vont à des colloques, qui s'intéressent, qui s'éduquent, qui prennent ça à cœur, un peu comme la première vague des années 90, là où les jeunes ont commencé à programmer commercialement des applications puis créer des entreprises en technologie. Il n'y avait pas beaucoup de formation académique officielle dans le domaine, mais on lisait des bouquins à gauche pas à droite. J'ai appris l'anglais, moi, avec des livres informatiques. Tu sais. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vois ça maintenant avec les jeunes Québécois francophones. Ils s'intéressent à la business, ils lisent, ils vont chercher de la formation. On n'attend pas à l'école d'avoir un diplôme en entrepreneuriat pour se partir en business. We get up and go get it. On saute dans l'action. En tout cas, c'est ce que je vois. Moi, ça m'encourage énormément pour l'avenir du Québec. Je l'aime, lui. J'ai comme monté une business par un pitch à Serge Beauchemin. On s'en reparle. Merci beaucoup, Serge Beauchemin, notre dragon préféré. On peut dire ça officiellement. Là. Oui, absolument. Ici, ça va rester ici. Entre nous et l'Internet. Donc, merci beaucoup, Serge Beauchemin. On fait une courte pause, puis on revient avec le débat sur l'art de pivoter en affaires, Pivote et sa presse. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent est qu'est-ce qui est le facteur le plus important pour le succès? Je pense que le facteur le plus important pour le succès, c'est l'attitude. Il faut rester déterminé, concentré et passionné. C'est sûr qu'il y aura des journées difficiles, mais c'est l'attitude qui déterminera notre réussite ou notre échec. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes.
Voici la question Garling WLG. De retour au dérangeant avec Noah Redler, Marie-Claude Duquette et Marie-Philippe Simard. Maintenant, place au débat. Mathieu, avant qu'on passe par le débat, j'ai une annonce à faire. On est super contents parce qu'on a un nouveau partenaire avec nous pour les dérangeants. Je pensais que tu allais me dire que tu étais enceinte. Non. Non? Non, à moins que je sois pas au courant. C'est comme l'émission Enceinte et sans le savoir. C'est ça, j'enregistre la semaine prochaine. Bon, non, on a un nouveau partenaire qui est Garling WLG qui, à chaque semaine, va venir nous déranger un petit peu. Donc, ils vont nous poser une question que moi, je vais traduire là, aux autres entrepreneurs. Puis, ça touche un petit peu le droit, mais des aspects qui peuvent être plus légaux, plus larges de la business en général. Je suis comme moi, avocate. C'est ça, je le plug. Fait que moi, j'ai le goût de demander à Marc-Claude et à Noah, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à votre avocat? Ça fait 8 mois. C'est long. Ouais? Ben, je sais pas. Ben, je me suis préparé des une bonne contrats nouvelle. pour me Ouais, mais au moins j'en ai un. J'en ai un. Ça, c'est très Puis, bon. honnêtement, avant ça, ouais. Ça rushait. Ouais. C'était pas. Non. Fait que non. Puis il fallait que je le fasse. Fait vraiment que je le fasse. C'était vraiment important. Fait que t'es content et tu l'aimes. Ben oui, mais j'avais rien pour me protéger. C'est très bon. Toi, Noah, es-tu protégé? Ouais, ça dépend de la soirée. Bon, ben, oui. on passe Oui, effectivement. Ça fait un mois depuis que j'ai parlé avec mon avocat. On avait un dossier sur les ressources humaines à régler. Et ça m'avait coûté quelques milliers de dollars pour régler ça, mais un bon avocat quand même. Mais un bon avocat fait sauver de l'argent. Ben voilà. C'est ça l'adage. C'était la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Donc, place au débat maintenant sur le pivot. Parce que quand la business ne lève pas, il faut soit lâcher la business, soit pivoter puis changer son modèle. Mais là, la question, c'est comment on fait ça, quand on fait ça, puis pourquoi on fait ça. Quelques exemples, il y a les gommes Wrigley, par exemple, qui fabriquaient du savon à l'époque. Maintenant qu'ils fabriquent de la gomme, puis sont assez réputés pour ça, mais ils ont pivoté. Il y a aussi IBM, qui fabriquait de l'équipement, du hardware à la base, puis maintenant 55% de son chiffre d'affaires, c'est du service. Donc ça aussi, c'est un beau cas de pivot. J'ai envie de vous poser la question tous les trois. Avez-vous déjà effectué un pivot, un changement important dans votre entreprise parce que ça allait pas, parce qu'il y avait un problème à régler? Marc-Claude? Ben moi, depuis le rachat d'entreprise, je suis continuellement en pivot. Moi, je dirais ça de même. Parce qu'au début, j'ai l'entreprise de ma mère que j'ai rachetée. Tu l'as racheté ça fait 1 an, c'est ça? Ça fait 3 ans. OK, ça fait 3 ans que j'ai racheté. Puis là, j'ai acheté un condo commercial. J'ai déménagé l'entreprise. T'embauches. Tu refais l'image. Tu le fais à ton image. OK. La clientèle, t'es dans un... Tu sais, tu changes. Mm-hmm. Ça passe des mains à quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que la clientèle aussi va changer. Fait qu'il y a ça aussi. Mais il y a aussi l'environnement. Tu sais, moi, je suis dans un domaine, quand j'ai dit, je rachète un domaine dans l'impression. Oh mon Dieu, il n'y en aura plus d'impression. La journée que tu rentres chez IGA puis qu'il n'y a pas d'étiquette sur ta bouteille de ketchup, t'es dans la merde. Fait que, je sais pas si c'est du ketchup ou du sang séché. Ça, c'est pas cher. T'achètes du sang séché. Est-ce qu'il y a du gluten? Pour ton macaroni. Mais, tu sais, ça le dit, OK, c'est de l'étiquette autocollante. OK, mais c'est sûr qu'il faut que tu te réajustes, puis que tu te en ligne, puis tu te reposes des questions, puis tu regardes à la fin de l'année ou au bout de 3 mois, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment que je devrais m'enligner. Puis après ça, c'est aussi toi en tant qu'entrepreneur. Tu sais, t'arrives, je pense, à des endroits dans ton entreprise où tu dis, OK, qu'est-ce qui, moi, m'allume? Parce qu'il faut que tu sois passionné. Fait que, je pense que oui, c'est nécessaire le pivot. Puis quand on parle des entreprises comme, tu sais, je pense à Instagram, ils en ont fait un pivot. Tu sais, quand tu penses même à Apple, tu sais, quand tu regardes l'histoire du début, il y en a plus qui a fait un. Il y en a fait plusieurs pivots. Facebook. Tu sais, je pense que faut que tu te poses toujours des questions, il faut toujours que tu t'en remettes en question. Puis oui, tu peux avoir un modèle d'affaires qui fonctionne, mais des fois, c'est de dire, OK, là, en ce moment, il fonctionne, mais même où est-ce que je dois regarder pour la prochaine étape? Moi, c'est ce que je pense. Marie, t'as-tu pivoté, toi? Oui, nous autres, on a pivoté. Puis c'est drôle parce que ça n'a vraiment pas rapport, mais moi, j'écoute l'émission Silicon Valley que sûrement plein d'entrepreneurs écoutent en ce moment. Ben, pas en ce moment, parce que ça ne joue pas là, mais parce qu'ils nous écoutent en ce moment. Je sais pas. Puis... Pas clair, mais continue. Mais ce que je trouve drôle avec le pivot, c'est que je pense qu'il y a un timing pour le pivot. Je pense que des fois, il faut que tu ailles au bout de ce que tu as à faire, puis après ça, pivoter. Quand tu vois que tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis tu pivotes. Puis dans l'émission, justement, il y avait une affaire qui marchait pas, tout de suite, pivote. Puis à un moment donné, tu peux pas. Si tu pivotes trop, tu finis juste par retourner puis t'as mal au cœur. Fait que ça marche pas. Fait qu'il y a un timing au pivot. Puis nous autres, ça nous est arrivé. La première année,
qu'on a lancé. Puis c'est une histoire que je raconte souvent dans les médias, mais quand on a lancé la première année, on a lancé le forfait de location de vêtements, puis c'était 95 $ par mois. On visait vraiment la femme d'affaires, business, etc. Puis on s'est rendu compte après un an que ça marchait bien, mais on n'avait pas la croissance qu'on voulait pour devenir une entreprise à 1 milliard $. T'sais. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. On a refait le site web, j'ai engagé des nouvelles personnes, on a changé les médias sociaux, on a fait le marketing, puis ça marchait pas. Fait que là, je me suis dit, pourquoi ça marche pas? Puis j'ai donné off à toute mon équipe en décembre, genre juste avant Noël. Ils pensaient qu'elle allait être slackée, c'est vraiment triste. Puis j'ai appelé 500 personnes qui ont fait l'erreur de laisser leur numéro de téléphone sur mon site web. Je les ai toutes appelées avant Noël. Je leur ai dit pourquoi tu commandes pas? Pourquoi, qu'est-ce qui soit pas agressif, là? Mais pourquoi, qu'est-ce qui marche pas? Puis on s'est rendu compte que les gens. Il n'y a pas de menace, là. Non, c'est ça. Pourquoi t'achètes pas? Mais tu sais, c'est le fun parce qu'à Noël, tout le monde est heureux. T'sais. Fait que même si tu leur vends une balayeuse, ils sont contents. Ils sont contents de te parler. Fait que le timing était super. Puis je leur ai demandé, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens n'ont plus besoin de linge business. Comme that's it, that's all. C'est dans déclin. Il n'y a plus personne qui a besoin de ça. C'est du linge de tous les jours maintenant que tu as besoin. Fait que ce qu'on a fait, j'ai emprunté 5 000 $ à ma mère en janvier après cette année-là. J'ai lancé un nouveau forfait à 55 $ avec tous les jours, là, des vêtements de tous les jours. En 2 jours, tout était parti. Puis les gens nous envoyaient des messages de haine parce qu'on n'avait pas assez de linge. Comme de la haine. Vraiment, là. Fait que, Noël était fini. C'est ça. Noël était fini. Mais là, tu le vois que t'as pogné quelque chose. T'as viré, puis ça a marché. Puis il y a plein d'exemples. Je vais laisser les autres parler, mais moi, j'ai plein d'exemples de pivots qui sont super intéressants. Mais encore une fois, il faut que tu ailles au bout de ce que tu veux, puis après ça, tu pivotes. T'sais. Je pense. Noah? Mais personnellement, j'ai haï le terme pivot. Et je pense que IBM, c'est un parfait exemple. Ils n'ont pas pivoté, ils ont évolué. Le marché a changé, les clients ont changé. Et c'est pas toujours les choses, les idées avec lesquelles on commence qui sont vraiment les idées qui vont aller sur le marché. Souvent, on a une idée pour un produit ou un service et on dit, hey, ça serait super pour les ados, pour les aînés. Et finalement, quand on commence à commercialiser, quand on met sur le marché, on dit il veut pas. Et on rend compte qu'il y a un autre usage, il y a une autre façon de mettre de valeur dans ce produit. Alors, on doit regarder ça aussi. La plupart des grandes entreprises qui ont commencé avec un premier produit ou une première idée, ils ont dit, regarde, si je veux faire plus d'argent, si je veux élargir mon richesse, mon entreprise, je dois soit aller dans les nouveaux marchés ou trouver d'autres clients pour mes produits ou services. Il n'y a pas d'autre façon. Alors, si tu regardes une General Electric, une IBM, n'importe qui, ils n'ont pas vraiment pivoté, ils ont évolué, ils ont adapté et ils ont vu ils sont devenus plus intelligents avec le marché. Et les startups d'aujourd'hui, ils disent je pivote. C'est non, t'as pas bien analysé votre marché au point de départ. Et c'est correct. On prévoit pas qu'une startup a les fonds pour faire des sondages, pour aller vraiment parler à leur marché, pour faire des études de cas. C'est pas possible. Alors, on utilise Pivot pour dire, OK, finalement, j'ai réalisé que mon première idée ne marchait pas, je suis toujours pas trop connu, alors je vais vers un autre marché. C'est normal et je pense que ça, c'est une bonne idée, mais on valorise cette idée de pivot. C'est pas marché, j'ai pivoté, j'ai trouvé du succès. Non, t'as raté ton premier coup, t'es allé dans un autre marché et finalement, t'as trouvé la bonne solution. Pour moi, c'est juste ça. Ben, évoluer, c'est un bon mot. Non, évoluer, c'est vraiment un bon mot, je crois. Plus que parfois pivoter. Non, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Puis je pense que c'est aussi important de juste s'arrêter, de regarder, puis de prendre le temps. OK. Puis de pas faire les choses trop vite. Des fois, on se garoche. Puis c'est comme, OK, tu te garoches, puis c'est ça, tu garoches d'un bord, tu garoches de l'autre, puis t'as pas la meilleure solution non plus. Puis c'est là de t'arrêter, puis de dire, OK, puis de consulter les gens autour de toi, puis de poser des questions. Puis là, c'est là que tu dis, OK, je suis prête à faire ce move-là. Mais Marie-Claude, c'est un parfait exemple. Ton industrie, par nature, c'est très traditionnel. Et on vous dit souvent qu'il va y avoir moins d'imprimerie, pas dans les prochaines 10 ou 20 ans, mais éventuellement, tu as tout cet équipement, toute cette infrastructure, tous ces ressources humaines qui sont à votre disposition. Est-ce que tu vas dire, OK, il n'y a plus de personnes qui veulent des enveloppes, on ferme les portes, merci tout le monde, ou est-ce que tu vas trouver une autre façon de mettre valeur dans tout ça? Qu'est-ce que tu vas, vraiment, on peut pas attendre que toutes les industries d'aujourd'hui vont exister dans 10 à 20 ans. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, il y a des business qui partent puis ils pensent que ça va être ça leur core business. Puis ils se rendent compte, avec le public, que finalement, c'est pas ça. Pas en tout. Je suis allée à Scale Up Fest cet été, qui est dans le cadre de Startup Fest. Puis il y avait une business qui s'appelle Hopper. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une business à Montréal qui va super bien. Puis eux autres, pendant 10 ans, c'est un service qui semblait ressembler un peu comme Expedia. Fait que tu pouvais booker des voyages, etc. Puis ça marchait bien, correct, tu sais, bien, mais sans plus. Puis le gars, il expliquait comme un un journaliste du New York Times, je pense que c'était ça la publication, qui a dit « Ouais, ce site-là est cool, mais j'ai remarqué
qu'il y a un feature dans ce site-là qui me permet de savoir que, OK, moi, je veux aller à Bali à telle date. Dis-moi, c'est quand que ça va être le moins cher. Puis il y a tellement de data, puis tellement d'algorithmes que l'algorithme est capable de dire, pour ton billet, il faut que tu le bookes le lundi 23 septembre à 4 heures. C'est là que ça va être le moins cher. Puis lui, il a mis le doigt là-dessus, puis depuis ce temps-là, la business, elle a explosé. Fait que tu sais, eux autres, c'est pas ça, pas en tout, là, qu'ils voulaient faire, mais ils s'en sont rendus compte avec le public, puis depuis ce temps-là, c'est crazy, là, la croissance qu'ils ont. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est que les clients vont te faire pivoter, même si t'es pas game, là. Mais même est-ce si qu'ils vont te prêt, là. suivre, tes clients, si tu pivotes? Ben, tu vas peut-être en perdre une gang, mais moi, je pense que si tu mets le doigt sur quelque chose, peut-être qu'eux sont pas là, mais il y a un autre masque qui va arriver, là. Oui, il faut faire cette analyse. Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus intéressant? C'est ça toujours la question. Et je regarde beaucoup des acquisitions qui sont faites. Je suis absolument d'accord avec le point de Marie. C'est souvent la technologie qui est intéressante et la façon que c'est appliqué dans le marché, c'est pas nécessairement idéal. Une grande entreprise voit ça, c'est like, hey, moi, je peux intégrer ça dans mes services, je peux utiliser d'une autre façon et j'ai toute cette intelligence collective qui peut m'aider à valoriser ça. Alors, oui, je vous donne quelques millions pour votre idée, votre technologie, débarrassez de vous et je vais transformer ton App Hopper dans une Google Flights ou quelque chose d'autre. Tu sais, des fois, on pense que le pivot, il faut que ce soit gigantesque. Tu changes complètement de marché, puis là, tu t'en vas en Asie ou tu changes de modèle d'affaires complètement, mais des fois, ça peut être des petites gogosses. Moi, je me rappelle, j'avais lu beaucoup sur le pivot parce que j'allais en faire un. Puis même si t'aimes pas le terme, j'avais lu sur l'évolution. Puis j'avais lu sur Airbnb. Puis Airbnb, au début, ça a pris 1 an avant que ça décolle. Ben, pas 1 an, mais ça a pris plus que ça. C'est une histoire fascinante. Puis au début, ils faisaient 200$ par semaine. Ça marchait pas en tout. Puis ils sont allés voir Paul Graham, qui était dans Y Combinator, puis ils ont dit pourquoi ça marche pas. Puis ils ont commencé à regarder leur data, puis ils se sont rendus compte que les photos, c'était lettre que le Christ. Fait que là, ils ont dit, OK, tu pars avec un Kodak, tu vas à New York, tu prends tout le listing de New York, puis tu prends les photos professionnelles, puis on va voir ce que ça donne. Puis ils l'ont mis, puis la semaine d'après, ils ont fait 400 par semaine. Fait qu'ils ont doublé. C'est depuis ce temps-là que ça a commencé à pow. Fait que tu sais, c'est pas un gros pivot, mais ils ont réalisé ça, ils ont fait le changement, puis ça a décollé. OK, mais vous dites c'est des petites affaires, c'est pas nécessairement compliqué. Marc-Claude, tantôt, tu disais faut que tu prennes le temps, le recul. Comment tu organises ton pivot, par exemple? Parce que ça peut être toute une opération aussi. Là. Puis en même temps, vous êtes tellement dans votre business au quotidien. Comment tu vois les problèmes? En tout cas, moi, je sais que je consulte les gens avec qui je travaille. T'sais, que ce soit des fournisseurs, des partenaires. Non, mais que ce soit des fournisseurs, tes partenaires ou tes employés, ils sont dedans avec toi. Fait qu'eux, ils ont le meilleur feedback, là, sont à côté. Fait que des fois, je dis, tu sais, qu'est-ce que tu trouves qui marche pas? C'est quoi ta vision? T'sais, toi, où est-ce que t'es? T'sais, moi, j'ai la mienne parce que, bon, moi, je la gère. Mais toi, là, dans ton rôle à toi, comment tu vois ça? Puis, tu sais, des fois, il t'arrive avec vraiment des choses que toi, tu n'avais pas cette perspective-là de où eux étaient. Fait que moi, ça, je trouve que c'est un facteur important à prendre en compte. Vous autres? Absolument, pour être à l'écoute, comme Marie a fait, appeler tous ses clients, comme beaucoup de gens ont fait pour juste parler avec les clients potentiels ou faire des études ou des sondages. Éventuellement, quelqu'un va vous dire la bonne réponse. Ça va sortir. Il faut être à l'écoute, il faut être prêt à écouter. Il faut avoir cette flexibilité de changer vos idées. Il faut être pas trop sévère d'aller vers votre première vision. C'est très rare que votre première idée ou la première vision que vous avez pour votre entreprise va vraiment poigner, particulièrement quand tu n'as pas vraiment les ressources pour valider cette marché ou valider cette idée. L'avantage pour une startup, je pense que souvent, tu n'es pas trop connu au point de départ quand tu commences à lancer la commercialisation. Et tu as un petit moment avant que tu es vraiment utilisé par trop de monde et que ton marque est vraiment passé le message dans les médias sociaux, que tu as l'opportunité de vraiment faire cette pivote, si on va utiliser ce terme, sans vraiment brasser le monde. Et il faut prendre cette opportunité parce que ça ne va pas se venir. Et particulièrement si vous avez un investisseur, faut aller les parler immédiatement et dire, regarde, ça marche pas, je vois de mois après mois, on n'a pas plus de chiffre d'affaires, on n'est pas capable d'aller plus loin qu'où on est. Et je vous dis, j'ai une autre idée, on va aller vers ça. Et des bons investisseurs vont dire, OK, moi, je veux faire de l'argent d'une façon ou l'autre, alors je vous suis, je vais vous aider à changer votre modèle, mais reste pas comme tu es parce que ça va juste plaider faillite dans quelques années. Puis des fois, est-ce qu'il faut que tu mettes du monde à la porte pour pivoter, pour pas répéter les mauvaises habitudes, pour pas répéter les erreurs du passé? Je crois que oui, parce que c'est souvent ton équipe, ton entourage autour de toi qui vous amène dans cette aventure et c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce changement. Je pense que ça dépend avec qui tu pars. Je pense que si tu as des bonnes personnes, ils vont te suivre si tu pivotes. J'ose croire.
J'ai des bonnes personnes. C'est un beau mot de la fin, ça, Marie. Merci. Parce que c'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un très grand merci à Serge Beauchemin pour sa visite à l'émission, à nos dérangeants et surtout dérangeantes. J'essaie d'être On est en majorité, c'est Vous êtes en très majorité rare. pour une C'est jamais fois. arrivé. Enfin, You Les go, épa- girls. Girls, exactement. Les épatants Noah Redler, Marie-Claude Duquette et Marie-Philippe Simard. Un grand merci également à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, à l'Université Concordia puis au Mouvement Desjardins pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 27 septembre, pour un nouvel épisode des Dérangeants avec l'une des plus grandes sommelières du monde, Véronique Rivet, et un débat sur la fameuse conciliation travail, famille et amour. D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires sur la page Facebook Les Affaires puis Les Dérangeants. C'était Mathieu Charret du journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.